Bonsoir et bienvenue dans le direct. Tout de suite, retrouver David Mutel pour le JT Sport. Bonsoir David. Bonsoir Delphine. Alors quel est le programme ce soir ? Une émission en partie consacrée au cyclisme, puisque nos invités seront les organisateurs du 52e Paris 3 qui aura lieu dimanche prochain. Question reportage, nous retrouverons du badminton, du football et puis de la boxe, évidemment. Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Un programme très riche, David, merci. À 19h30, nous retrouverons pour le journal. Nous parlerons d'une Auboise, Marion Cartier, une femme qui allie rôle de maman, d'éleveuse et d'élue, du bailleur social Monlogie qui s'installe à Troyes et de la chasse aux renards. À 19h50, David Mutel vous présentera le miroir des sports. Il recevra José Goncalves, sportif de l'extrême, par ailleurs vice-président de la communauté de l'agglomération troyenne. Et quant à nous, on se retrouve à 19h30 pour le journal. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports du lundi 8 mars 2010 au programme de ce 316e numéro. Et avec nous dans cette émission, l'UVO qui organise la semaine prochaine le 52e Paris 3. En leur compagnie, nous détaillerons l'organisation de la plus grande course du département. Mais juste avant d'évoquer la fameuse classique cycliste, regardons le sommaire du Journal des Sports. Football tout d'abord avec la 27e journée du championnat de France de national. Choc au sommet entre le 3e, l'Estac, et le 4e, Créteil. Un match qui se disputait en terre francilienne. Et inutile de vous dire que le perdant de ce match risquait de se voir distancé au classement. Il y avait aussi de la boxe avec les demi-finales du championnat de France amateur. Deux Aubois au programme, Jawad Chiguer et Eric L'Enfant. Pour finir ce journal, il y aura du badminton avec le championnat de France de national 3. Là aussi, lutte pour le maintien. Le PL3 recevait l'équipe de Villers-Nancy. Voilà pour le programme donc de ce journal des sports. Je vous l'ai dit il y a quelques instants. Revenons avec le football, la 27e journée du championnat de France de national. Un choc au sommet entre le 3e, le club troyen de l'Estac, et le 4e, Créteil. Un match qui se disputait à Créteil. Et inutile de vous dire que le perdant de ce match risquait fortement de se voir distancé de la course à l'excession. L'Estac qui doit faire face avant le quart d'heure de jeu à la blessure de Diallo Guidiley qui s'écroule seul dans sa moitié de terrain. On parle d'une entorse du genou pour le milieu de terrain troyen qui faisait sa rentrée. Il est remplacé alors par Cordeval, ce qui a pour effet de bouleverser un peu la formation de départ. Et ça se voit à la 24e minute de jeu puisque Cordeval et Carlier se gênent pour barrer le passage à Esteves. L'ancien troyen profite de l'aubaine et ouvre le score pour son équipe. Paradoxalement, face à ce but encaissé, les Aubois ne vont pas s'affoler et vont inquiéter à maintes reprises Trivino, le portier cristolien. Ils vont être récompensés à la 38e minute sur ce coup franc de Mikkelsen. Le Danois dépose littéralement le ballon sur la tête de Beauvu qui exécute Trivino. Un partout à la mi-temps et sur leur lancée, les joueurs de Patrick Remy vont continuer à développer du jeu et à inquiéter les cristoliens. À deux reprises, la Fourcade n'est pas loin de catapulter la balle dans les filets adverses. Malgré une domination troyenne de tous les instants, l'Estac ne marquera pas ce but de la victoire. Dommage, car il y avait vraiment moyen de revenir de Créteil avec autre chose qu'un point. Tout le monde est déçu, même si on a fait un très bon match, mais bon, on aurait dû gagner. On n'a pas... Si avant le match, on nous aurait dit qu'on faisait match nul, peut-être qu'on aurait signé, mais quand on est joueur, on aurait... je pense qu'on aurait eu raison de jouer le match et on avait la possibilité de ramener quelque chose de plus. Avec la défaite de Reims, le classement se resserre encore un peu plus entre les 4 de tête. Le championnat est encore loin d'avoir rendu son verdict final. Allez, jetons un coup d'œil sur les résultats et classements du championnat de France de national pour voir que Reims a perdu un petit peu étonnamment à Delaune face à Fréjus Saint-Raphaël, l'équipe surprise de ce championnat. Dans le même temps, par contre, Evian n'a pas faibli en battant hier chez lui 2-0 au classement. Evian est en tête avec 4 points d'avance sur Reims et sur l'Estac qui sont maintenant à égalité. Créteil est toujours en embuscade en 4e position avec 47 points. Hier a pris la place de Moulins donc en tant que relégable. En CFA2 à présent, l'Estac B est allé gagner à l'extérieur à Vauban-Strasbourg 1-0, une victoire très importante. Dans le même temps, Auxerre a disposé de Solonget 4-0 et Metz est allé gagner à Besançon 1-0.
Au classement, toujours en tête largement, Metz est suivi de Belfort, 2 points plus loin. Troyes est installé en troisième position avec 46 points, loin derrière les deux de tête, comme vous pouvez le constater. On passe à la boxe à présent avec la tenue samedi des demi-finales du championnat de France à la salle Omnisport. Une réunion qui comprenait la présence de 2 boxeurs au bois, Éric L'Enfant, initialement éliminé mais repêché sur blessure dans la catégorie des 75 kilos. Pour l'autre boxeur, Jawad Chiguer, il s'agissait d'un retour puisque l'Aubois n'avait pas combattu à 3 depuis 2004. Lui aussi prétendait une place en finale dans la catégorie des 69 kilos. Récit de cette soirée en images. Énorme pression sur les épaules de Jawad Chiguer, soutenu par la totalité de la salle Omnisport. Au moment du premier coup de gong, personne, ou presque, ne savait quelque chose de son adversaire, si ce n'est son nom, Dieudonné, issu de Toulouse. Dès le début du combat, Chiguer met une grosse pression sur son adversaire en le saoulant véritablement de coups. Fort logiquement, le Troyen remporte le premier round, 5-2, mais c'est dans le deuxième que Jawad va faire la différence en portant des coups d'une précision chirurgicale, lui permettant du même coup de faire le plein de points à 12-4 à l'issue de la seconde reprise. Il reste alors à l'Aubois à tourner sur le ring lors de l'ultime reprise, ce qu'il fait très bien pour finalement l'emporter 16-7. Jawad Chiguer est en finale, le public peut alors exulter. Pour moi, ça faisait 5 ans que j'ai pas boxé dans mon A3, donc début de combat un peu tendu. Il m'a fallu que la moitié du premier round pas assez pour retrouver mes repères, poser ma boxe. Au début, j'ai un peu confondu vitesse et précipitation. Mais ça va, après au fur et à mesure, j'ai pu me libérer et mener mon combat à bien. C'était beaucoup moins évident en revanche pour l'autre Troyen, Éric L'Enfant, repêché de dernière minute et opposé à Cuevas de Plaisance, a priori supérieur. L'Enfant va pourtant déjouer tous les pronostics en imposant un gros rythme dès le premier round. Le protégé de Pascal Coffy fait le forcing et mène 3-2. Dans la deuxième reprise, c'est beaucoup plus difficile pour le Troyen, mais c'est encore lui qui boxe le plus précisément puisqu'il mène 8-5 à l'appel de la troisième reprise. Éric L'Enfant va toutefois souffrir physiquement dans ce dernier round puisqu'il est exténué. Son adversaire en profite, le Troyen essaye d'échapper à Cuevas, mais il ne peut empêcher son retour et résultat, les deux combattants sont à égalité, 9 partout. Au moment du verdict, Éric L'Enfant baisse la tête, il pense avoir perdu, mais les juges le donnent finalement gagnant, il est en finale. Pour donner la décision, je me suis dit, bon, c'est fini, quoi. Je croyais plus d'un côté, puis j'ai vu le président de la boxe qui m'a fait un petit clin d'œil. Bon, ça veut tout dire. Voilà. Les deux boxeurs au bois ne vont pas avoir le temps de se reposer ni de gamberger puisqu'ils disputent ces fameuses finales dès la semaine prochaine dans les Ardennes. Grosse ambiance donc samedi soir à la salle Omnisport. Et pour reparler des finales, elles auront donc lieu samedi soir à partir de 19h au lac des Vieilles Forges, à peu près 2 heures de route. Soyez nombreux à faire le déplacement pour soutenir nos boxeurs. Revenons au sport collectif avec le basket. Samedi soir, Sainte-Savine jouait un match important pour le maintien face à Bourges lors de la 22e journée du championnat de France de National 2. Les Saviniennes ont su tenir le haut du pavé en menant rapidement dans la rencontre. Face à une réserve professionnelle, il est toujours difficile de manœuvrer, mais les filles de Ludovic Le Tenay n'ont pas craqué et se sont imposées sur leur parquet de 17 points, 68-51 face à donc cette équipe de Bourges. Victoire très importante pour espérer encore être repêché dans cette lutte pour le maintien. Allez, justement, profitons de l'occasion pour jeter un œil sur les classements, notamment celui de la Nationale 2, celle des filles donc, du SSB, pour voir les autres résultats, notamment celui de Chenov dans la lutte, donc cette fois-ci pour l'accession, une victoire de Chenov face à Wascal, 87-74. Dans le même temps, Franconville a battu le Centre Fédéral, là ça intéresse plus Sainte-Savine, une victoire 77-71. Au classement, Wascal est en tête avec 3 points d'avance sur Chenov. Gespolsheim s'est installé en 3e position avec 35 points. Sainte-Savine est en 11e position au poste de premier relégable avec 30 points.
En handball à présent, National 3 remis à chuter chez lui à Bardin-Gousseray face à Chaville, 33-31. Le leader, lui, n'a pas tremblé face à Restet, 30-21. Ponto Combo s'est incliné sur son parquet face à Wittelsheim, 26-21. Au classement, Tremblay est toujours en tête, confortablement installé, suivi par Wittelsheim et Levallois, remis par lui maintenu en 8e position. L'Étac à présent en National 3 toujours, mais la poule 6, bonne victoire à l'extérieur de l'Étac face à Marmoutier-Saverne, 29-26. Dans le même temps, le leader s'est imposé face à Dieuloir, 31-28. Et la surprise, elle est venue de Florange qui n'a pu faire mieux que match nul face à Dole, 30 partout, ce qui, pour incidence au classement, le recul de Florange petit à petit, qui a maintenant 4 points de retard face à l'Étac. Sarrebourg est lui devant avec 55 points. Passons à présent au championnat de France de National 3 de badminton. Le PL3 affrontait l'équipe de Nancy-Villers dans une rencontre importante, là aussi pour le maintien. Ce match sentait aussi un peu la poudre à la suite des déclarations de Julien Garez, joueur du PL dans la presse locale, car au match aller, lui et son équipe avaient très peu goûté l'accueil local. Cette rencontre était donc l'occasion de régler des ardoises. Menés 1-0 avec la perte du double dame, les joueurs du PL réagissent grâce à leur double homme, le renard Marcambeau, qui rétablissent la balance avec une victoire en 3-7. Séverine Groult aurait dû elle aussi s'imposer face à une adversaire contre laquelle elle n'avait encore jamais perdu. Mais voilà, l'Auboise perd complètement ses moyens et malgré une réaction dans le second set, elle s'incline finalement dans le troisième. Heureusement, les hommes vont redonner l'avantage au PL dans les deux simples. Renneville, dans un premier temps, s'impose sans trop de problèmes en 3-7. Julien Garez, de son côté, va balayer son adversaire. L'Aubois, surmotivé, n'a pas la mémoire courte. À l'aller, l'accueil des Lorrains avait été glacial. Garez va leur faire payer en s'imposant en 2-7. Le PL mène alors 3-2. Match aller, ils nous ont pris vraiment de haut, ils nous ont mal accueillis. Il n'y a pas eu vraiment un accueil chaleureux de leur part. Donc bon, on connaît un peu Villers, ils sont connus des autres clubs de notre poule. Bon, le match retour, moi je l'avais prévu depuis un bout de temps dans mon calendrier et je voulais impérativement prendre les points et également remporter la rencontre pour remettre un peu tout le monde à sa place. Après, ouais, mais je pense que mes déclarations dans la presse sont pas trop grosses, quoi. Je dis ce que je pense, je suis honnête et puis il n'y a plus qu'à gagner ce match-là. Malheureusement, Mélanie Demussy doit baisser pavillon pour le dernier simple dame. La jeune Troyenne cède malgré un bon deuxième set. Égalité 3 partout, la différence se fera alors dans les doubles. Le premier mixte est mené par Lambert et Marcambeau. Et l'expérience de cette paire va se révéler précieuse car ils ne vont rien lâcher sur aucun point. 21-10 pour le premier set et 21-17 pour le second. 4-3 donc pour le PL. Tout repose alors sur le dernier mixte, le double Groult-Garez. Encore une fois, Garez tient absolument à remporter ce match pour faire encore un peu plus la nique au Nancéen. C'est mal parti puisque le premier set est pour les adversaires. Heureusement, les Aubois réagissent, portés par un Garez en état de grâce. Ils finissent par s'imposer en 3-7 et donnent donc la victoire à leur équipe, 5-3. Disons qu'en fait, dans le pire des cas, c'était un match nul. Le pire qui pouvait nous arriver, c'était une défaite. Il fallait absolument qu'on évite la défaite. Donc une fois qu'on avait les 4 points, c'était assuré. Donc après, on a été derrière le dernier match et ça s'est conclu en beauté. Grâce à cette victoire, le maintien est définitivement assuré. Le PL3 peut désormais dérouler sur les 3 prochains matchs à l'extérieur. Et voilà, éparpillé façon puzzle les Nancéens. Allez, c'est le moment de parler cyclisme avec le club de l'UVO qui organise dimanche le 52e Paris 3. Avec nous pour en parler, Ludovic Urny, notamment le directeur de course. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Ah, ça approche quand même ce 52e Paris 3. Vous êtes au point, ça y est, les derniers préparatifs se mettent en place ? Oui, tout à fait. On a toujours des choses de dernière minute. Ça, on verra jusqu'à dimanche matin, mais pour l'instant, tout est calé. Tout est calé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change comparé aux autres éditions, quelque chose de vraiment nouveau ? Cette année, nous avons une course des jeunes en course d'attente à partir de 14h30 et puis un village partenaire à partir de 14h, place de l'Hôtel de Ville. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce village des partenaires ? C'est principalement
un accueil Oui, donc comme toute grande course, avec un village donc, où chaque partenaire expose un petit peu son savoir-faire. Donc voilà, et puis la course des jeunes, orchestrée par la SPTT. D'accord. Mené notamment par Jimmy Delboff, j'imagine. Exactement. Le maître d'œuvre qui sera notamment l'invité du Miroir des Sports de la semaine prochaine. Voilà, j'ai réussi à le caser. Alors, avec nous, pour parler donc de cette organisation, une équipe bien rodée. On peut parler notamment avec Thierry Parel, le responsable de la ligne d'arrivée. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors Thierry, vous avez une tâche qui peut paraître tranquille, mais finalement, au moment où les coureurs arrivent, il vaut mieux que vous soyez prêts quand même. Oui. En quoi ça consiste Ça consiste à gérer le site de l'arrivée depuis les 500 derniers mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui traversent, qui tentent de se rapprocher le plus possible de l'arrivée pour avoir un meilleur point de vue. Alors ça, on a quand même le service technique de la ville qui balise avec des barrières. Qui vous donne un bon coup de main. C'est plutôt la gestion de la caravane, de la course, de façon à ce que quand les coureurs arrivent sur la ligne d'arrivée, que toutes les manifestations soient terminées, que le site soit propre, nettoyé, de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci à l'arrivée. C'est vous aussi qui vous occupez de la caméra finish ? Non, c'est une personne qui est engagée pour, mais bon, c'est moi qui installe, qui gère toute cette logistique. Ça fait beaucoup de gens, j'imagine, à chapeauter un petit peu Oui, sur le site de l'arrivée, j'ai à peu près 15 personnes qui travaillent avec moi à différentes tâches. D'accord. Il y aura beaucoup de bénévoles au cours de cette course. Michel Baudouin, vous êtes chargé de les, là aussi, chapeauter, les encadrer. En quoi va être consacrée votre tâche ? La fonction que m'a confiée Ludovic, c'est de recruter un maximum de bénévoles pour assurer des postes aux différents carrefours entre la chapelle et la ligne d'arrivée. Donc ça représente quand même une cinquantaine de personnes à mettre en place. Et ces différentes personnes, elles ont été recrutées dans les différents clubs cyclo de Troyes. Ils ont tous répondu présent à l'appel ? Peut-être pas tous les clubs, si vous voulez, mais il y a énormément de clubs qui ont répondu. Bon, je suis président du VCS, donc j'ai réussi à avoir quand même à peu près 20 ou 25... Vélo Club Sancéen, tout à fait. Pour les non-initiés. Oui. 20 à 25 personnes. Alors, si dans les 25, il y en a 5 qui sont des anciens coureurs, il faut quand même noter qu'il y en a une vingtaine qui sont ce qu'on appelle des purs cyclos. Et là, c'est tout à fait à leur honneur, dans la mesure où ils n'ont pas connu, je dirais, la compétition, mais ils acceptent volontiers de donner un coup de main. Et puis, il y a d'autres clubs également qui nous aident, tels que l'UC Nogent, avec à peu près une vingtaine de personnes. C'est à peu près nécessaire, puisque la course passe par Nogent. Absolument, oui. C'est un petit peu normal. Hein. Oui. On retrouve également des gens des clubs de Buchères, du Crédit Agricole, de Barberet. Il y a la famille Houdard également, qui sont des fidèles depuis des années. Le RC Saint-André avec James Martin également. Ouais, donc la grande famille du vélo s'est rassemblée pour justement organiser au mieux cette course. Oui, les gens acceptent volontiers de donner un coup de main, et également le Brienne Cyclosport avec 25 titulaires qui seront présents sur l'épreuve. Geoffrey, on a l'habitude de voir des équipes entre parenthèses exotiques sur le Paris 3. Est-ce que cette année on va avoir encore une fois des équipes russes, danoises, allemandes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ou une équipe japonaise? Je crois que c'était une équipe japonaise l'an dernier. L'an passé, je ne sais pas. Il y a quelques années, oui. Ouais. Cette année, donc, on est toujours international, donc des équipes qui viennent essentiellement d'Europe. Ça peut être de Grande-Bretagne, ça peut être de Danemark, ça peut être de Norvège, de Russie aussi. Bien sûr des Françaises, c'est inévitable. Et puis voilà, rendre cette course internationale au statut qu'elle a. Ouais. On peut regarder le parcours, justement. Qu'est-ce qui a changé sur ce parcours, ou qu'est-ce qui n'a pas changé finalement? Parce que quand on le regarde précisément, on s'aperçoit qu'il est très vallonné. Le circuit, donc le parcours, il n'a pas du tout changé par rapport à l'an passé. Donc toujours avec les mêmes difficultés qui commencent dès les premiers kilomètres avec le vent sur les plaines de Nogent. Et puis après toute la descente vers le Pays d'Hôte, et puis la succession de toutes les ascensions donc dans le Pays d'Hôte, avec notamment la côte de Vouchassis qui sera à gravir à 3 reprises, oui. Celle de Bouilly à gravir à 2 reprises, et puis le Juge de Paix, donc la rampe de Montgueux.
avant de redescendre sur 3 dans les derniers Qui kilomètres. fait de temps en temps la différence, même si à 20 km de l'arrivée. C'est loin, mais c'est notamment là que l'an passé, Jimmy Casper avait perdu contact avec le groupe d'échappés. Et qu'il avait perdu la course. Ce qui lui a fait perdre la victoire. Et puis voilà, quoi. C'est là où vraiment les meilleurs se retrouvent vraiment devant, quoi. Ouais. Si vous êtes devant à Montgueux, vous êtes à l'arrivée dans le groupe. Voilà, il est peu probable d'être lâché après la rampe de Montgueux, quoi. Vu la planitude de la course. Ludovic, je crois savoir que vous avez un favori pour cette course. Vous le répétez partout. Donc dites-le nous. Qui va gagner Paris 3 ? Non, c'est vrai que depuis le début de saison, il y a une équipe qui, pour moi, a fait un très bon recrutement et qui vraiment, je ne dis pas domine, mais se remarque dans toutes les courses où elle est au départ. C'est l'équipe de Roubaix Métropole, oui, avec Cédric Pinault. Et donc, je fais un de mes favoris pour Paris 3. Alors pourquoi ? Parce que c'est un ancien de l'UVO, Cédric Pinault, c'est suffisant, c'est pour dire, voilà, il est motivé parce qu'il va passer dans son département d'adoption ? Non, motivé parce que surtout, il a à cœur de faire une très bonne saison. Et on le voit depuis le début de saison où j'ai eu l'occasion de l'avoir en ligne cet hiver. Il faisait des sorties de 6 heures quand nous, on restait au chaud chez nous. D'accord. Donc voilà. Et puis, vu tous les résultats qu'il a fait là, quand on voit qu'il fait 4e de la dernière étape du Tour du Haut-Var, ça montre bien que du moins les boss ne lui font pas peur et qu'il peut être de forme, exactement, et très présent. S'il fallait donner un favori au bois, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Parce que je sais que ça va être très dur parce que le niveau n'est vraiment pas le même pour nos coureurs, que ce soit de l'UVO ou de l'UVCA 3, ou même nos coureurs exilés. Je sais que Nohan Lelarge n'est pas un coureur de début de saison. Nos coureurs exilés, on peut penser quand même, il y a quelqu'un qui pour moi montre toujours une grande force à Paris 3. Il a mon âge, on a couru ensemble, c'est Olivier Grammer. Oui, qui a déjà gagné Paris 3. Tout à fait. En 2004, je crois. Tout à fait. Ou 2005, en 2005, c'était Florent Brard. Juste avant qu'on passe professionnel, juste avant qu'on passe classe 2, mais surtout pour dire d'Olivier Grammer qu'il a encore fait 4 ce week-end. Il sait très bien se préparer. Donc à mon avis, il sera présent. Rappelez-vous l'année dernière, il était déjà là. Il était dans la première échappée, voilà. C'est vrai, le bois de Brienne-le-Château. Tout à fait, de Brienne-le-Château. donc voilà, donc pour moi, Olivier Grammer sera encore très présent. Il ne court pas sous les couleurs de l'UVA ou de l'UVCA, mais il sera encore très présent cette année, c'est sûr. D'accord, donc vous mettez une petite pièce dessus. Oui, sans hésitation. Et pardonnez-moi d'insister, mais nos coureurs de l'UVO, de l'UVCA, Florian Morisot peut-être Florian peut peut-être être là, mais à aujourd'hui, je l'ai pas vu très très présent dans les premières courses de la saison. Paris 3 répond pas peut-être tout à fait à ce qui lui convient le mieux. D'accord. Donc voilà. Pour donner rendez-vous à nos téléspectateurs, le départ, l'arrivée, dites-nous tout, Ludovic. Départ 12h45, enfin 12h30 du moins pour le départ fictif, 12h45 le départ réel de Provins. Nous arriverons en théorie aux alentours de 16h, il est difficile de réguler les coureurs. C'est toujours pareil, une course cycliste, oui, c'est un petit peu aléatoire. Oui. Donc aux alentours de 16h, l'arrivée de la course et puis juste avant la caravane publicitaire qui devancera notre course d'1 heure. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'on peut venir avant sur la ligne d'arrivée. Il y a des occupations. Il n'y a pas seulement le village de partenaires, il y a aussi cette fameuse caravane publicitaire. Qu'est-ce qu'on va voir dedans, dans cette caravane ? Vous allez avoir différents partenaires qui sont là, souvent d'année en année, qui vont avoir des objets publicitaires, bien sûr, à donner au public. Vous verrez aussi sur la ligne d'arrivée, il va y avoir une petite distribution de chocolat par un de nos partenaires. Il va y avoir surtout, et je suis très content d'avoir nos amis de la SPTT qui organisent une course des jeunes, car c'est vraiment l'avenir du cyclisme. Donc dès 14h30, il y aura une course des jeunes, 15h30, l'arrivée de la caravane, et aux alentours de 16h, l'arrivée de la course. Eh bien, on sera présent, en tout cas, Ludovic, donc, pour cette arrivée de ce 52e Paris 3. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau pour faire la promotion de cette course organisée donc par l'UVAUB. Juste avant de se quitter, parlons un peu de judo à présent avec la découverte d'une nouvelle perle du Cercle au bois des arts martiaux de Saint-André-les-Vergers. Et il s'appelle Hovhannissian. Si vous êtes dans le monde du judo, vous connaissez bien sûr ce nom puisqu'Edwin Hovhannissian avait été notamment champion de France junior en 2008. Mais cette fois-ci, c'est de son frère que nous allons parler, Raymond, qui a 15 ans et qui est déjà champion de France scolaire. Découverte. Hovhannissian était déjà un nom qui disait quelque chose à tout le monde en judo. Le compétiteur Dria avait notamment remporté le championnat de France junior en 2008. Aujourd'hui, il va falloir aussi compter avec son frère, Raymond.
Âgé de 15 ans, Raymond est tout de même un excellent gabarit puisqu'il mesure 1,83 m et qu'il concourt dans les moins de 90 kg. Raymond reste pour l'instant dans l'ombre de son frère, Edwin, ce qui pourrait poser des problèmes pour la suite car, évidemment, on ne cesse de le comparer à son frère. Non, ça, au contraire, ça m'encourage à faire pareil que lui, à suivre ses traces. C'est pas, je ne suis pas jaloux du tout. Tout le temps, il me suit, il me donne des conseils sur ce que je fais bien, ce que je fais mal. Il m'aide pour que je progresse plus vite. Il faut croire donc que chez les Hovhannissians, on possède un gène spécial judo. Au Cercle au Bois des Arts Martiaux, on l'a tout de suite remarqué et on n'a pas tardé à exploiter le gros potentiel de Dria. Je crois que ça s'est vu tout de suite. À la fois qu'il avait une grande capacité d'apprentissage et puis bon, qu'il était très motivé évidemment, ça on s'en doutait un peu. Bon, il a aussi, comme son frère, une très très grande vitesse d'exécution. Et ça c'est très important, enfin à mon avis dans tous les sports, mais dans les sports de combat en particulier. Tout travail mérite récompense. Cet hiver, Raymond a déjà reçu ses premiers lauriers avec la conquête de son premier titre, champion de France UNSS acquis à Calais. J'étais parti pour le titre et pour pouvoir ensuite entrer dans le groupe France et sortir en international. J'avais confirmé sur des tournois nationaux et là je voulais confirmer sur les France pour montrer que c'était bien moi le numéro 1 et j'ai réussi. Aujourd'hui, il est donc bien le numéro 1 de sa catégorie des moins de 90 kg. Son premier objectif sous les couleurs de l'équipe de France, c'est le tournoi de Brême le 21 mars prochain, avant de penser ensuite à de possibles championnats d'Europe. Allez, on regarde l'agenda sportif du week-end prochain pour voir que notamment dès vendredi, les Stacks rencontrent Guignon, c'est à 20h et c'est au stade de l'Aube, c'est du football évidemment. Le samedi, on passe sur du handball avec Sainte-Maure 3 qui reçoit Yutz au gymnase de lycée de l'agriculture, c'est à 20h, c'est du handball et c'est de National 2. Et en National 3, les garçons de l'ETAC rencontrent Bonny à 20h30 et c'est à la salle Omnisport de 3. Et puis enfin, pour terminer, on en a parlé il y a quelques instants, le 52e Paris 3, arrivé 16h. Rue de la République. Et pour enfin terminer, vous avez un petit mot très très vite, Ludovic? Oui, rapide. Une petite pensée surtout aussi pour Mathieu Drujon qui n'a pas pu se rendre avec nous ce soir, mais aussi surtout à Benoît Drujon qui aurait dû courir ce 52e Paris 3. Malheureusement, il est tombé aux plages vendéennes. D'accord, c'était un jeune au bois qui aurait pu se retrouver sur les routes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et à la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. À très bientôt.